Et si le bonheur, c'était toi. Et si le bonheur, c'était toi, ça serait quoi? Et si en fait t'avais tout en toi, tellement proche que tu ne le vois pas. Et si le bonheur, c'était toi, juste là. Bonjour et bienvenue sur cet épisode de podcast. Je tiens d'abord en tout premier à vous souhaiter à tous et toutes une belle année 2024 et j'espère sincèrement qu'elle vous apportera tout le bonheur dont vous méritez. Aujourd'hui, on a décidé d'essayer de vous apporter en fait cette joie, ce bonheur au travers d'un épisode qui est spécial sur les émotions, où pour la première fois, j'aurai une invitée spéciale qui va vous aiguiller sur comment gérer, comment appréhender vos émotions au travers aussi d'astuces pratiques pour que cette année 2024, elle se passe dans le plus grand flow et le plus grande stabilité émotionnelle possible pour vous. Donc, c'est tout de suite que j'ai l'honneur d'accueillir Veselina Malhomme qui est à la société Moi et Heureuse. Bonjour Veselina, comment vas-tu? Bonjour Hélène, je vais bien. Tu vas bien. Si tu me permets, je vais faire un jeu qui est un petit peu dangereux. C'est que je vais essayer de te présenter en deux, trois phrases maximum, mais à savoir pour les auditeurs qu'en fait, je connais très, très peu Veselina parce qu'en fait, on s'est croisés quelques minutes à Paris au mois d'octobre. On a fait un petit call de 20-30 minutes dernièrement et sinon, je ne sais rien d'elle. Donc, on va voir ce que tu dis de ma présentation. Donc, je dirais de toi que tu es une boule d'énergie, que tu as autant de cordes à ton arc qu'un zèbre peut avoir de zébrures sur sa fourrure. Et si je parle de zèbre, c'est parce que c'est le terme qu'on utilise pour les hauts potentiels émotionnels ou en plus court, les HPI très, très souvent. Et puis, c'est exactement ce que tu fais. Tu accompagnes les entrepreneurs HPI à se canaliser, à passer à l'action et puis à s'autoriser, à s'assumer, à être elle-même parce que principalement, tu t'occupes des femmes, il me semble. J'ai envie de dire qu'en... Oh, pardon, vas-y. J'ai pas grand-chose à rajouter. J'ai encore une petite anecdote. Waouh. Donc, en parallèle au coaching, je dirais que tu es l'auteur ou l'autrice, je ne sais jamais comment on le dit, d'un livre qui va bientôt paraître ou qui est juste parti en impression. Enfin, je ne sais pas où t'en es, mais tu nous le diras tout à l'heure, si je m'abuse. Voilà. Est-ce que tu as autre chose à dire sur ta présentation? J'ai peut-être une seule chose à rajouter. Je te remercie beaucoup Hélène pour cette présentation qui me met en joie déjà d'avance. Parce que, et de un, super bien saisi, de deux, il y a des mots qui me parlent et qui me correspondent réellement. Donc, je te remercie déjà beaucoup pour ça, pour ce retour. Ce que j'aurais voulu rajouter, c'est que aujourd'hui, j'aime beaucoup l'effet miroir. J'aime beaucoup l'effet de groupe. J'aime beaucoup accompagner les groupes. C'est quelque chose que je n'espérais pas et ne pensais absolument pas m'arriver parce que j'étais longtemps cavalière seule. Et aujourd'hui, mon plus grand kiff, je pense, c'est de voir les personnes se lier, se connecter et grâce à cette connexion, grâce à ce miroir, se découvrir finalement. Donc en fait, il y a quelque chose que aujourd'hui je découvre et j'expérimente, c'est on est ce qu'on est parce que les autres sont ce qu'ils sont. Et cet effet de groupe, de connexion est absolument fabuleux. Et aujourd'hui, voilà, c'est ça que j'ai envie de rajouter, parce qu'aujourd'hui, demain, et lancé ma tribu aux zébrés, en plus de programmes et d'autres choses. La tribu, c'est vraiment cette connexion des personnes qui cheminent ensemble dans l'aventure d'être soi, finalement. Voilà. Je te rejoins complètement sur cet effet miroir, sur cette importance
de voir ce qui nous attire chez l'autre pour avoir des informations sur soi, voir ce qui nous repousse chez les autres pour avoir des informations en fait sur soi pour se découvrir encore plus soi-même et puis aussi avoir ces connexions pour se sentir moins seul, j'ai envie de dire vraiment dans notre quotidien. Donc, pour aller un tout petit peu plus loin dans ces présentations, j'ai 5 mini-questions à te poser où j'aimerais que tu essayes de répondre en moins de 3 mots. C'est compliqué pour des bavardes comme moi. des bavardes comme nous. Quelle est l'émotion ou le sentiment le plus compliqué pour toi à gérer? Je gère avec beaucoup de difficulté la pression de résultats. C'est pas une émotion, mais ça génère ce besoin d'être à la hauteur, ça génère ce ressenti de j'ai besoin de faire plus. La pression, j'ai beaucoup de mal à gérer, d'où plein d'outils que j'ai développés pour lâcher la pression. Ok. Mais donc, si je comprends bien, la pression que tu te mets. La pression que je me mets. Ok. Exactement. Oui, 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 tout à fait. Ah bah, c'est très chez nous, hein. C'est très chez nous, on est d'accord. C'est Oui, juste pour un petit complètement. peu clarifier. Quel est l'endroit où tu te ressources le plus facilement? À la mer. Bien. Comment est-ce que tu fais pour canaliser ton cerveau? Je me mets à faire des choses manuelles et de la marche. Et Et de la de la marche. marche, ouais. Tu as une activité manuelle plus qu'une autre ou c'est égal? N'importe bricolage, Ok, caresse de chien, gratouille, jeu. Manuel dans le sens pas cérébral. Voilà. on est tout à fait d'accord. En sachant que Vesselina a un chien qui est très important dans sa vie. On le voit très Complètement. souvent en story. Donc, voilà. Et qui nous accompagne dans ce podcast, juste à côté. Parfait. On a la joie de l'avoir. Donc, combien de temps as-tu pris pour apprendre à gérer tes émotions? Ce n'est pas encore fini. D'une part, et d'autre part, si je droit à un autre mot, on n'a pas besoin de les gérer. On est d'accord? Ok. On a besoin de quoi? On a besoin de les écouter. Les écouter. On y Les reviendra é- tout. Ouais. on y reviendra, je pense, oui. On va y revenir, ouais. Qu'est-ce que tu te souhaites à toi pour cette nouvelle année? Ah, question de la plus facile, la sérénité. La Bien, sérénité, si j'ai droit à 3 mots, sérénité, joie, confiance. magnifique. Eh bien, c'est ce que je te souhaite aussi. Merci. Maintenant qu'on a terminé ces petites présentations, je propose que l'on parle plus concrètement en fait à nos auditeurs de ces émotions, de qu'est-ce qu'ils peuvent mettre en place, quelles sont les astuces concrètes. Mais avant de commencer, j'aimerais juste commencer par une petite citation qui, en fait, qui pour moi me parle en tout cas énormément. Tu me diras ce que tu en penses. Que les émotions ne sont ni bonnes ni mauvaises. Elles sont simplement des indicateurs de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Est-ce que C'est c'est quelque chose qui te correspond? 100%, 100%. C'est-à-dire que moi, je suis sidérée, et encore plus par rapport aux hypersensibles, d'entendre autour de nous dire gestion des émotions. Cette phrase-là, cette expression-là, gérer ses émotions, elle est contraire de ce qui se passe dans notre corps. Si on essaie de gérer nos émotions, on ne prend pas les messages. C'est comme si on fermait notre boîte à lettres entrante et que on coupait complètement le lien entre notre corps et notre cerveau. On coupait en fait des liens qui dans notre organisme fonctionnent bien. À partir du moment où on essaie de gérer, si on se dit déjà, et ça c'est le premier astuce hyper pratique, en fait, en vrai, de se dire que on change cette phrase et à chaque fois quand on pense qu'il faut gérer les émotions, on se dit, je veux écouter mes émotions. Rien qu'en changeant ces mots-là, on va changer totalement la vision de nous, la vision de soi, la vision de nos émotions et le vécu de nos émotions. Parce que si on considère que chaque émotion, c'est un message, ce qui est dans cette citation, voilà l'idée centrale, et ben, on va
accueillir l'émotion comme étant un message. Il n'y a pas d'émotion bonne ou mauvaise, c'est un message. C'est un message de quelque chose qui se passe avec nous, chez nous, nous par rapport à notre environnement. Et donc, si on reçoit le message, on le traite comme un message dans notre boîte aux lettres, mail ou n'importe lesquels, téléphonique, et puis on va cheminer avec ça. Si on se coupe des émotions, ben, on va dans le mur, on ne reçoit plus les informations de notre fonctionnement propre. Ouais, je te rejoins complètement sur ce message. En fait, j'ai souvent tendance à dire à mes coachés que, en gros, l'émotion, elle a toujours un message positif à donner. Et que ça soit positif, même quand le sentiment est négatif, c'est peut-être juste une information que là, il y a quelque chose qui ne nous convient pas. Et juste pour nous dire, ben, réaligne-toi sur quelque chose qui te serait plus soutenant, en fait, à l'instant présent et à l'instant T. C'est intéressant ce que tu dis, si je peux me permettre juste de répondre à Bien ça, sûr. enfin, ou plutôt de réagir à ça. Et c'est même plus que ça, on sait aujourd'hui quelles sont les émotions qui veulent dire quoi. Enfin, et la plupart du temps, par exemple, on sait que la colère, quand on est en colère, c'est une émotion qui est générée par le fait que nos valeurs sont bafouées. Donc, quelle est ma valeur qui est bafouée? Pourquoi je suis en colère? La tristesse, c'est un besoin de se reconnecter à soi et de faire une introspection, de se poser des questions. Donc, si je suis triste, quelles sont des questions que je peux me poser? Donc, en fait, il y a même dans l'émotion même déjà une réponse de comment cheminer avec. Et en plus, la colère, par exemple, c'est un super carburant pour passer à l'action. C'est un carburant pour passer à l'action. C'est un carburant de temps en temps qui permet de passer à l'action, mais pas toujours de la manière dont on aimerait idéalement. Parce que de temps en temps, elle est tellement montée que ça fait aussi qu'on explose peut-être pour certaines personnes un peu trop. En tout cas, pour moi, il m'est arrivé qu'à force d'entasser en fait d'autres sentiments, parce qu'en fait, j'aimerais juste pour faire pour nos auditeurs peut-être la différence entre émotion et sentiment. Au quotidien, on a des sentiments qui arrivent qui peuvent être un peu de frustration, un peu d'être déçu, euh, il y en a par centaines, ces sentiments. Et puis, en fin de compte, quand on les cumule, en fait, ça devient, en fait, en termes dans les 5 émotions principales. Voilà. Est-ce que tu pourrais me donner ta définition du terme émotion? C'est une réaction corporelle. Pour moi, c'est quelque chose d'essentiel de comprendre, corporel, à un quelconque événement ressenti, en quelque chose qui se passe à l'intérieur de nous ou à l'extérieur de nous. Généralement, il y a à l'extérieur de nous, il y a un déclencheur, quelque chose qui se produit, quelqu'un qui dit quelque chose, un événement, et ça nous envoie une information à l'intérieur. Et la réaction de l'intérieur de notre corps, une réaction corporelle, c'est l'émotion. C'est un petit passage de l'extérieur vers l'intérieur et de nouveau extériorisé par une émotion. Si on l'extériorise, parfois on vit les émotions à l'intérieur sans le dire, mais souvent quand même, il y a, les émotions se lisent sur le visage, par exemple. On sait aujourd'hui que les personnes qui travaillent dans le commercial, par exemple, ou dans d'autres domaines, apprennent à lire les émotions sur le visage et par les micro-changements du visage, on peut décerner les émotions principales. Donc, comme quoi, c'est vraiment corporel. Tout à fait. Et en fait, elles servent à quoi? Parce que là, tu nous as expliqué qu'est-ce que c'est, mais elles servent à quoi, en fait, une émotion? Pour qui? Ma question, c'est pour qui? Ok. Alors, si je parlais, ils servent à quoi chez nous? Ben, chez nous, ça, normalement, dans l'organisme, ça devrait servir pour équilibrer les choses. Maintenant, justement, étant donné que la société nous impose la gestion des émotions, c'est là où le vrai emploi de l'émotion, elle est en quelque part sabotée dans notre corps, puisqu'on
on n'exprime plus l'émotion, on ne la vit plus, ce qui voudrait dire que l'équilibre, on ne l'obtient pas forcément. L'objectif, en fait, de l'émotion, c'est comme c'est le même objectif que quand on est en sueur. C'est d'équilibrer notre organisme. C'est de rééquilibrer des choses qui arrivent de l'extérieur, de l'intérieur, en tout cas, pour continuer que notre organisme, notre corps et notre cerveau continuent à vivre leur vie, en fait, en quelque sorte. Mhm. C'est comme ça, en tout cas, alors, c'est comme ça que je le vois. Ouais, Il se peut que ce n'est pas ce qui est écrit quelque part, hein. On est d'accord. on est d'accord. Si moi, tu vas me dire ce que tu en penses de ce que j'ajouterais, en fait, pour cet équilibre, c'est répondre aux besoins que l'on a, en fait, à proprement dit. Ça veut dire, voilà, ça fait cet équilibre, on est d'accord, mais au travers, en fait, d'un besoin qu'on n'a peut-être pas toujours conscience et qu'on essaye en fait, qu'on a peut-être, ouais, que très souvent, en fait, pour moi, on n'a pas conscience à cet instant-là et qu'en fin de compte, l'émotion va nous faire permettre d'aller répondre à ce besoin pour pouvoir équilibrer notre corps. Totalement. Voilà. Je te rejoins à 100%. Selon toi, qu'est-ce qui fait que nos émotions peuvent nous faire vivre un enfer? Et je Ah, maintiens un enfer. c'est une très, très belle question. Euh, il y a énormément de choses qui peuvent nous faire cet effet-là, effectivement. Et une des premières, le fait qu'on n'est pas d'accord de les recevoir. Le fait, en fait, c'est comme quand il y a un barrage, il y a une rivière. Sur une rivière, il y a un barrage. Euh, Si on maintient ce barrage malgré le fait que la rivière est en train de sortir de son lit, par exemple, c'est le printemps, la fonte des neiges. Si on maintient ce barrage, il se peut que ce barrage, déjà, la pression va être forte et en plus, il risque d'exploser et c'est catastrophe. Si on ouvre le barrage et qu'on limite, qu'on laisse cette rivière passer quelque part, on laisse un passage, on accueille en quelque part, si je parle des émotions, nos émotions, ils vont nous faire vivre un enfer bien moindre. Ça ne veut pas dire que ça va être plaisant, mais ça veut dire que ça va pas exploser ou plutôt même parfois imploser. Parfois ça explose quand c'est extériorisé et parfois ça implose quand en plus on n'a pas le droit de les extérioriser. Là c'est encore pire, c'est une autre problématique. Pourquoi c'est l'enfer? Parce que d'une part, nous-mêmes, on ne veut pas les accepter, on ne veut pas les vivre. Et d'autre part, la société à l'extérieur ne veut pas qu'on les vive. Aujourd'hui, dans notre environnement, surtout au travail, par exemple, mais même dans la famille, qu'est-ce qu'on va dire à un enfant? Ne pleure pas, ne crie pas. Tu n'as pas droit d'être en colère. Quand tu es triste, non, il faut pas, il faut que tu bouges, il faut que tu sois joyeux, etc. Donc en fait, on nous impose depuis la petite enfance des règles de gestion des émotions, des règles de comment cette émotion doit être vécue par les personnes et en plus extériorisée ou pas. Et ça, c'est aussi une problématique. Ce sont toutes ces croyances-là qu'on a acquis qui nous disent, ah non, j'ai pas le droit. J'ai pas le droit d'être triste. J'ai pas le droit d'être en colère. Et même la joie, moi qui anime le yoga du rire, ça me fait rire ou pleurer selon. Mais quand je vois les personnes arriver dans le yoga du rire et encore se cacher la bouche avec la main, parce qu'elles ont peur d'extérioriser ce rire. La joie, comment elle sort, ça fait peur. C'est parce que, ben, et comment je vais être vue? Est-ce que ma joie sort de la bonne manière? Est-ce que ça va être bien accepté à l'extérieur? Donc ça, ce sont des choses déjà, deux choses, du coup, finalement, si on revient à quelque chose de central, première chose, comment on s'autorise soi-même à vivre cette émotion? Est-ce qu'on s'autorise à, à passer dans cette rivière? Et deuxième, qu'est-ce que la société, les règles de vie, les croyances acquises nous imposent en tant que gestion des émotions? Et ces deux ensemble, si on n'accueille pas les émotions et en plus, à l'extérieur, on nous dit, il faut que tu les gères, hein,
t'es trop sensible, il faut pas que tu pleures, il faut pas que tu cries, etc., etc. Bah ça veut dire qu'on n'a pas moyen de répondre justement à nos besoins. On n'a pas moyen de vivre bien ces émotions, tout simplement. On ne se les donne pas et on ne le donne pas. C'est ma Ouais. vision de pourquoi. J'aime beaucoup ton image du barrage, de la rivière qui déborde, parce qu'en effet, je pense qu'une des choses qui fait également vivre un enfer, c'est ce cumul d'émotions non exprimées, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, non perçues, qui tout d'un coup fait des espèces, j'aurais tendance à dire, de bombes à retardement, mais si on revient là-dessus, donc à ce que la rivière, elle déborde et puis qu'en fait, elle inonde un petit peu tout ce qu'il y a autour. Puis ça prend beaucoup plus d'ampleur que quand on arrive à les accueillir au fur et à mesure. Mais cette gestion des émotions, elle est compliquée pour beaucoup de monde, en fait. Enfin, je réutilise gestion, pardon, mais cet accueil, j'ai envie de dire, des émotions, elle est compliquée pour beaucoup de monde, mais elle vient aussi un petit peu pour dédramatiser, j'ai envie de dire, pour les auditeurs. Elle vient aussi qu'on ne nous a pas appris. Et moi, la première, en tant que maman, avant que je me forme sur cette question des émotions, j'aurais eu tendance à souffler sur la blessure d'un de mes enfants ou de mes enfants, puis de leur faire c'est pas grave, ça va aller mieux. Alors qu'au final, dès qu'on change un tout petit peu, puis en disant juste qu'est-ce que tu dois avoir mal, ben, l'enfant tout seul, il se sent accueilli dans ce qu'il vit et en fait, il corrige naturellement en disant non, mais tu sais, finalement, c'est pas si pire, finalement, ça va, ou oui, oui, j'ai vraiment très mal, mais on n'est plus dans ce combat entre, devoir montrer absolument qu'on vit quelque chose et celui d'essayer de se le faire accueillir par l'autre pour qu'il l'entende. Parce que très souvent, les dilemmes viennent aussi de cette recherche d'avoir besoin d'être accueilli dans sa souffrance ou accueilli dans sa douleur. Est-ce que tu me rejoins? Je te rejoins totalement, oui. Dans cette expérience-là avec les enfants et puis dans plein d'autres expériences. Euh, Moi, il y a un exemple qui me vient à l'esprit comme ça en t'écoutant par rapport au débordement des émotions, c'est quand on ne peut pas exprimer nos émotions, par exemple à l'extérieur, au travail. Et quand on les apporte dans notre intérieur, c'est-à-dire famille, enfants, etc., à quel point on se contient, on se contraint de ne rien montrer par rapport à notre chef, par rapport à nos collègues, etc., etc., ou même dans un espace public, bus, train, etc. Et puis on revient à la maison où c'est un peu plus libre et ça déborde et pas là où il faudrait parce que nos besoins n'étaient pas là et on n'a pas correctement répondu, mais à quel point c'est difficile de contenir cette rivière quand effectivement, comme tu l'as dit tout au début, on n'est pas à même d'exprimer nos émotions au fur et à mesure et rétablir cet équilibre en permanence. Ouais. Et je vais juste rajouter, parce que comme je suis spécialisée sur le burn-out, je vais quand même juste rajouter quelque chose à ce que tu viens de dire. C'est qu'en fait, même quand votre chef, même quand un supérieur ou un collègue de tout d'un coup a une réaction extrême ou quelque chose que vous comprenez pas, vous pouvez juste simplement imaginer qu'il est aussi en train de traverser une pression, qu'il est aussi en train de traverser des émotions et que c'est pas destiné directement contre vous, que c'est pas destiné directement mais qu'en fait, c'est simplement que lui aussi, à cet instant-là, comme quand nous, on arrive à la maison, puis on peut être agacé par une journée de travail, lui, il peut être agacé par une contrariété qu'il a eue dans sa journée. Et tout n'est pas à prendre personnellement. Parce que quel que soit le niveau hiérarchique qu'on a dans une société, quel que soit l'humain qu'on est, qu'on soit spécialisé dans le domaine ou pas, nous vivons des moments où nous avons besoin d'exprimer extérieurement, sans s'en rendre compte, ce qui se passe à l'intérieur de nous ou de le tourner contre nous selon notre type de fonctionnement. Mais je crois que c'est vraiment aussi, tout n'est pas à prendre content dans la vie, vraiment, et de réussir à mettre un petit peu de distance. Quatre Toltec, ne rien prendre personnellement. C'est clair, je n'y ai pas pensé. On est tout à fait d'accord. Peux-tu nous donner 3 astuces concrètes qui nous permettent de canaliser nos émotions? Je pourrais en donner plus, beaucoup plus. Je vais essayer de choisir. Et peut-être la première astuce,
que je ne maîtrise pas forcément. Mais que j'essaye de mettre, oh bah parce que je ne suis pas parfaite, voilà, les émotions, c'est quelque chose, je ne suis pas sûre qu'un jour, je saurais euh, tellement bien accueillir toutes les émotions, tellement bien équilibrer tout, et je m'attends pas que ça soit parfait. Donc, c'est une aventure cheminement. Donc, OK, c'est pas quelque chose que je maîtrise, mais c'est quelque chose que j'essaie de faire au maximum, c'est de respirer. Quand on a une émotion forte qui arrive, quelle qu'elle soit, très souvent, bon, souvent désagréable, hein, parce que quand c'est une émotion forte mais agréable, genre envie de rire, bon, bah, on n'a qu'à l'exprimer et le monde sera mieux, voilà, il sera plus joyeux et tout va bien. Je parle plus de l'émotion qu'on n'a pas forcément envie de vivre. C'est le fait de respirer. Et là, je ne donnerai pas de conseils de comment respirer. Parce qu'il y a plein de méthodes. Il y a breathwork, il y a les respirations carrées. Enfin, il y a plein de méthodes. Il suffit de googler et on en trouve. C'est juste expirer ce qui arrive en masse, si c'est une colère ou si c'est une tristesse, expirer pour le faire sortir et inspirer. Et si possible, plusieurs fois, avant de rentrer dans les cogitations, parce que notre émotion, souvent, enfin, presque tout de suite, elle est surchauffée par les pensées. Les choses qui arrivent dans notre cerveau, c'est-à-dire et pourquoi elle a dit ça, et comment je peux, et comment je vais faire maintenant, et ça en fonction des émotions, le fait de respirer permet de ralentir, déjà le ralentir la puissance, diminuer la puissance de l'émotion et ralentir ce flou flou et flou, les deux de pensées qui arrivent à ce même moment. Donc, je Ouais. dirais ça, c'est vraiment les premières choses qui puissent se faire. Ouais. Euh, Je te qu'est-ce que tu en rejoins. Et puis, pendant que tu réfléchis à la deuxième astuce, parce que je ne lui ai pas donné les questions avant, je rajouterais juste qu'en fait, dans ce que tu viens de dire, l'expiration ou la respiration, mais vraiment le phénomène d'expirer, c'est une des trois méthodes qui existe pour évacuer le stress, en fait, naturellement. Donc, il y a l'expiration, il y a le phénomène de d'évacuer au travers de la voix, c'est aussi la raison pour laquelle on hurle naturellement ou qu'on va se mettre à crier. Enfin, hurler, c'est peut-être un grand terme, mais qu'on va se mettre à crier quand on est en colère ou quand on est agacé. C'est parce que c'est une manière d'évacuer. Donc, plutôt que d'évacuer de cette manière-là, j'ai envie de vous dire, mettez de la musique à fond et chantez une chanson qui vous plaît. Ça vous fera aussi évacuer en fait ces émotions si la respiration est peut-être pas la chose qui vous amène le plus. Et la troisième, c'est le mouvement, le sport, l'activité. Donc, ça peut aussi être de danser, d'évacuer. Parce que c'est les trois manières que le corps a d'évacuer. S'il n'évacue pas, il va stocker en lui. Et ça, c'est vraiment important. Puis c'est là où vous cumulez en premier. Voilà. Donc, ça, je voulais juste rajouter avant que tu lances la deuxième astuce. Avec plaisir. Elle est pas loin, ma deuxième astuce de ce que tu viens de dire. Moi, j'utilise beaucoup le rire forcé. Ok. C'est-à-dire que, et c'est pas loin exprimer ça par la voix, parce que parfois je chante aussi, effectivement. Ça dépend de l'émotion. Mais le rire, en fait, ça permet s'abstraire de nos pensées aussi. Quand on rit de façon forcée, et là, pour le coup, généralement, quand l'émotion n'est pas agréable, le rire, il est forcé. C'est une façon d'exprimer cette émotion, de l'extérioriser en changeant la polarisation. C'est-à-dire qu'en fait, ça nous permet, quand l'émotion, elle est difficile à vivre et qu'on rit, on envoie à notre cerveau le message comme quoi, finalement, c'est pas si grave. Finalement,
c'est peut-être, on peut l'accepter en changeant la couleur de l'émotion en quelque sorte. Et le rire, on remarque beaucoup d'ailleurs, souvent une réaction naturelle. Les gens qui vivent quelque chose de difficile, ils vont faire des petits rires comme pour cacher cette émotion. Mais de l'autre côté, ces petits rires, parfois, ce sont des tics, hein, dans le sens où les personnes ne remarquent même pas qu'en tant qu'elles sont super tristes et en même temps, ils rient. C'est la façon de l'organisme changer le sens de l'émotion, changer la difficulté de l'accepter, voilà, permettre au corps de la vivre. Et moi, c'est vrai que au yoga du rire, c'est quelque chose que j'anime bénévolement toutes les 2 semaines. Je me rends compte que ça permet parfois d'ailleurs, ça m'est arrivé, ça c'est un truc intéressant, et qu'une personne arrive pour rire au yoga du rire, et puis d'un coup, elle commence à pleurer. Ça aussi, c'est un changement de polarisation, c'est un changement de signe de plus en moins, hein, d'une émotion, comme quoi toutes les émotions sont liées, et on a beau vouloir parfois on rit de joie, et parfois on pleure de joie. Parfois, on rit de tristesse parce que c'est la seule façon qu'on arrive à sortir comme émotion, mais à une réponse à une émotion quelconque triste. Ça, c'est quelque chose qui est marrant. Et donc, yoga du rire, le rire en général, le rire forcé permet de vivre cette émotion, de l'extérioriser de la manière acceptable pour soi aussi et pour les autres. La vivre quand même si elle n'est pas tout à fait dans le même registre qu'elle aurait dû être, cette émotion, au moins la vivre de cette manière, ça permet d'alléger un peu le poids de non-dit, de non-vécu, de non-ressenti. Ouais. Bah, je te remercie, mais je n'ai jamais essayé, donc je me réjouis d'essayer cette astuce-là que j'ai jamais exploitée. Qui me fait rebondir sur la réaction des adolescents. Euh, En fait, il va pas aimer, mais c'est pas grave. Je vais parler 30 secondes de mon fils, hein, voilà, qui aura tendance, si je fais une remarque, à sourire en coin, ce qui a quelque chose de très agaçant. En fait, quand on n'est pas très content de quelque chose qu'ils ont fait. Et en fait, tu me permets de renoter, alors je l'avais déjà remarqué, mais en fait de voir que c'est peut-être sa manière à lui de dire qu'il a compris que le message que je transmettais était important. Super. Si ça permet en Hein. plus une meilleure communication. Non, mais on va dire qu'en tant que parent, on peut être touché tout d'un coup à vif parce qu'on est on parle de quelque chose de très sérieux, puis on a l'enfant en face de nous. Et je me rappellerai toujours de sa prof qui m'appelait pour me dire, on lui fait des remarques et il sourit en classe. Je dis, bah oui, à la maison aussi. Et puis que la maîtresse devenait franc-folle. Eh ben, au final, c'est un peu la même chose, mais la même chose qu'on peut avoir dans une équipe, j'ai envie de dire, quand on connaît un peu les profils psychologiques, qu'on peut avoir dans une équipe, quelqu'un, quand on parle de quelqu'un de très sérieux qui a toujours besoin de rajouter un tout petit peu d'humour, c'est pas qu'il veut évacuer ou qu'il veut faire absolument de l'humour, c'est qu'il évacue le trop-plein qui est à l'intérieur de lui. Ça, c'est aussi important de se le rappeler parce qu'on connaît tous des gens qui fonctionnent comme ça. Et ça fait partie du mécanisme des êtres humains. Voilà. Exactement, ça fait aussi une bonne protection. Une fois que tu as parlé de ton ado, moi, j'en ai aussi. Euh, je- et le plus grand aussi, il fonctionne un peu comme ça, hein, de façon un peu plus forte, mais c'est vrai que c'est aussi une protection pour ne pas être touché. C'est ça. C'est-à-dire que l'humour, en fait, ça permet d'extérioriser quelque chose qui est acceptable pour ne pas être touché soi à l'intérieur, en fait. On est Euh, d'accord. Même si ça génère de la colère en face, généralement. C'est ça. Ça génère des... Voilà. Mais peut-être que, tu vois, si on change le message qu'on se dit à soi-même et au lieu de se dire le message, il nous prend pour une cruche, il nous écoute pas, il en a rien à faire, qui nous fait monter en grippe, de se dire, OK, s'il sourit, ça veut dire qu'il a compris le message et que potentiellement notre message est passé et il était touché. Donc, objectif, j'ai envie de dire, atteint, message transmis. OK? Pas qu'il soit touché ou vexé, mais juste message transmis, bah, en fait, ça nous permet aussi de mettre un tout petit peu de conscience là-dessus pour faire redescendre, en fait, le niveau de ce qu'on se raconte dans sa tête.
qui va nous faire en fait très souvent monter en puissance. On attaque sur la troisième astuce? Écoute, oui, on attaque sur la troisième astuce. Je ne vais pas parler de la danse, je ne veux pas parler de la Non. marche, parce que ça, ce sont des choses quand même qui permettent drôlement pour moi hein, de changer les émotions. Alors, je ne sais pas si tu vas l'accepter, mon astuce. Je vous l'annulerai si jamais je vous l'annule. Non, je Voilà, rigole. exactement. Alors, Hélène va couper si ça va pas du tout. Non. Rien à foutre. Rien à foutre. Tu t'attendais pas à ça, dit. Bon. Non, c'est pas que je m'attendais à pas ça. Tu m'expliques qu'il faut accueillir les émotions. Ok, tu me dis Oui, respire, tu me dis oui, oui, voilà, tu me dis ça, oui. puis maintenant tu me dis rien à foutre. Je fais comment pour accueillir et rien à foutre? Et S'il ben te plaît, en fait, explique-moi comment ça. tu accueilles l'émotion. Oui, L'émotion te traverse, mais généralement l'émotion se renforce. Et c'est là où nous plombe vraiment et qu'on vit la chute émotionnelle. C'est quand la tête se rajoute et se dit non, mais tu peux pas, mais c'est pas possible, et etc., etc. Enfin, et plein de choses. Et généralement, c'est notre tête qui empire le ressenti qu'on a. L'émotion en soi, elle passe très vite. L'émotion, elle est vécue sur une période très courte. Les colères sont courtes. Les tristesses, si on ne remettait pas derrière une émotion de tristesse, si on ne remettait pas les pensées, si on ne remettait pas derrière les rajouts de différents autres vécus qui nous amplifient cette tristesse, si on ne ressassait pas sans arrêt nos émotions, euh, ça passerait très vite dans le vécu. Une émotion, elle est de très courte durée. En fait, une émotion, en vrai, ça ne dure, enfin, c'est quelques instants. Après, c'est nous qui réchauffons, qui faisons durer notre émotion, qui devient un ressenti plutôt lourd, qui devient presque un sentiment derrière, ce qui est encore plus long, plus lourd, plus amplifié. Et le rien à foutre, c'est de se dire, OK, j'ai pris l'émotion, je l'ai comme un jet d'eau dans la figure, super, mais je fais abstraction de tout ce que mon cerveau est en train de me rajouter derrière. ouais. C'est pas grave, rien n'est grave, je n'ai rien à faire de ce que tu me dis, mon cerveau. Tout ce que tu es en train de me dire qu'il m'aime pas, que la copine, elle m'a trahi, que parce qu'il y a des blessures derrière. L'émotion, elle est en soi, l'émotion, elle est courte et rapide. Mais les blessures derrière, tout ce qu'on peut rajouter, ça c'est long et difficile à vivre. Donc si on se dit tout ça, je mets de côté. Si je devais donner une métaphore, et Rien à foutre, c'est un super livre qui m'a sauvé la vie à un moment où j'ai eu beaucoup d'émotions. C'est John Parkin qui écrit ce livre, Rien à foutre, ou l'ultime voie spirituelle. Attention, hein, donc on peut le voir comme ça. C'est en fait la métaphore, c'est on a des wagons, on est une locomotive. On est un train et derrière, il y a plein de wagons. Les wagons, c'est qu'est-ce qu'on dirait de nous, nos responsabilités familiales, nos responsabilités de travail, notre maison, notre budget, plein de choses qu'on porte en étant adulte sur notre dos. Et quand on vit une émotion, tout ça, plus notre expérience, arrive derrière. C'est comme si on voulait stopper, on voulait passer, mais les wagons qui sont derrière nous empêchent de vivre vraiment de façon légère et fluide, parce que l'émotion, c'est ça. Si on peut le vivre de façon légère et fluide, ça passe. Il y a tout ça derrière. Décrocher les wagons, les décrocher, et se dire, rien à faire de ce que ma famille pense de moi. Rien à faire de ma santé, elle est limite. Rien à faire de rien sur l'instant.
pour laisser passer cette émotion, pour la fluidifier, juste pour qu'il n'y a pas ce barrage et que ça pète pas la figure avec un burn-out, avec un problème de violence dans la famille, etc. Parce que les débouchés, j'ai envie de dire, mais non, ça se dit pas comme ça, les résultantes d'une émotion mal vécue, je dis pas mal gérée, mal vécue, sont nombreuses et on les voit autour, hein, les violences, tout ça, c'est une émotion qui n'a pas été accueillie la plupart du temps, qui jamais peut-être été accueillie depuis le début et qui génère une frustration telle que les personnes passent à des actes totalement délirants. Ouais. Je te rejoins complètement, puis je te rejoins sur, sur cette histoire de cerveau qui en fait, je pourrais dire, va attiser le feu, en fait, de l'émotion. Il faut se rappeler que l'émotion, c'est l'instant T, donc c'est chaque millième de seconde. On peut passer d'avoir appris une énorme nouvelle qui est tragique ou être en train de pleurer et 10 secondes après, de voir un enfant qui joue puis de se voir attendri. Et en fait, on aura passé en quelques secondes. Donc, chaque petit millième d'événement qui arrive dans la vie nous fait nous adapter émotionnellement. C'est l'indicateur dont on parlait au départ. Ce feu qui attise, pour moi, il est toujours lié au passé ou au futur. Au passé, c'est aux expériences passées auxquelles on fait référence. Oui, mais la dernière fois que j'ai vécu ça, il s'est passé ça, ça, ça. Donc, on va se reconnecter à une expérience passée. Ça veut aussi dire qu'on imagine qu'on n'a pas appris depuis la dernière fois. C'est comme si on reste à un instant T d'il y a 6 mois, d'il y a une année, d'il y a 10 ans en arrière, alors qu'au final, en 10 ans, on a évolué. Donc, c'est pas parce qu'il y a 10 ans, quelqu'un s'est moqué de nous que il va recommencer, que cette personne-là, qui est sûrement une autre personne, va recommencer aujourd'hui, par exemple. Et ça veut pas dire qu'on sait pas se défendre, parce qu'on a sûrement appris entre deux. Et donc, il y a cette connexion pour moi au passé, puis il y a cette connexion au futur, où on est déjà dans la projection, mais qu'est-ce que va se passer, qu'est-ce qui va se dire, qu'est-ce qui va, voilà, et où on est déjà plus dans l'instant T. Donc, dont on rien à foutre, ça me parle. Je sais pas comment je le mettrai en application comme ça à l'instant T, mais en effet, ça me parle que en fait, c'est ce cerveau en fait qui va nous faire monter en puissance en fait ces émotions et que notre cerveau, il faut pas oublier qu'on peut le manipuler. Si mais on a la force de nous créer, de descendre dans un gouffre avec nos émotions, mais on peut avoir la même force de faire le contraire et de rien que se poser la question, est-ce que dans 6 mois, ceci aura juste encore une importance dans ma vie? Parce qu'au final, sûrement que ce qui nous fait vivre un moment compliqué aujourd'hui, dans 6 mois, il n'existera plus, on l'aura même oublié. Donc, juste, on peut aussi connecter son cerveau à quelque chose, de se dire, bah, comme tu as dit tout à l'heure, on peut se forcer à rire, on peut se forcer à avoir une autre manière, en fait, sa tête. Des lunettes roses. Des Les lunettes lunettes roses. Ils roses. sont pas roses, mais... Magnifique. On a parlé de nos 3 astuces concrètes. Tout à l'heure, on parlait d'accueillir le message. Comment est-ce que toi, tu conseilles à tes coachés, aux personnes que tu accompagnes, comment tu leur conseilles, comment elles peuvent accueillir le message? Hmm. Là, tu me parles de quelque chose qui est de l'ordre de connaissance de soi. Enfin, c'est comme ça qu'en tout cas, je reçois la question. Pour accueillir le message dans son corps. Déjà, il faut comprendre quel est le message. Enfin, C'est ça ma question. Comment est-ce que tu peux aider à... Parce que c'est pas évident de comprendre le non, pas message. du tout. Pas du tout. Est-ce que tu as, je sais pas, des questions clés que tu leur donnes ou que tu les aides pour comprendre ce message-là? La question est très simple, hein. Enfin, s'il y en a une question de se poser, c'est, OK, qu'est-ce que je ressens exactement? Ça, c'est les premières questions, parce que c'est pas très évident, et tu as très bien dit là tout à l'heure que l'émotion, c'est dans l'instant T, dans le moment présent. L'instant d'après, c'est déjà une autre émotion, en fait. Donc, c'est quoi l'émotion forte que je suis en train de vivre?
elle provient d'où, cette émotion-là? Quel était le déclencheur qui a fait que cette émotion vient d'arriver? Est-ce que c'est ce mot-là que je viens d'entendre qui m'a généré ça? Est-ce que c'est cette image? Est-ce que c'est cette pensée? Déjà, ça peut être de l'extérieur ou de l'intérieur. Et ensuite, qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Qu'est-ce qui est touché chez moi? Quelle est la raison que je réagis de cette manière aussi forte? Parce que si on a envie d'accueillir l'émotion, c'est qu'on se rend compte qu'il y a une émotion, hein, déjà. Parce qu'il y en a plein d'émotions qu'on vit qu'on ne se rend même pas compte. Mais si on se rend compte, c'est que c'est suffisamment fort pour vouloir faire quelque chose avec. Donc, quelle est la chose que je peux, enfin, quel est le message que cette émotion donne par rapport déséquilibre qui se fait chez moi, qu'est-ce qui est touché, et comment derrière je peux équilibrer ça. Est-ce que c'est marcher? Est-ce que c'est répondre? Est-ce que c'est réfléchir? Est-ce que c'est éteindre la télé? Énormément d'émotions aujourd'hui sont générées par les informations qui nous arrivent sans qu'on les demande. Tout ce qui est médias aujourd'hui, dans notre monde d'aujourd'hui, c'est souvent très générateur générateur d'émotions fortes et souvent pas agréables. Je dis pas négatives, mais souvent désagréables. Donc, est-ce que je peux faire quelque chose concrètement pour rééquilibrer sur le moment? Et ensuite, peut-être une autre question qui est plutôt long terme, c'est de quelle manière je peux me préparer ou de quelle manière, si la prochaine fois cette émotion m'arrive, je peux la vivre mieux, d'une part, moins longtemps peut-être aussi. De quelle manière je peux faire pour qu'elle n'arrive pas? On sait jamais, on peut rêver aussi, ou en tout cas diminuer la fréquence. Si par exemple une personne qui se met souvent en colère, ou qui est souvent triste, en dépression, burn-out, bah, tu en as parlé, c'est vrai que il y a différents stades. Après, il y a les colères, après les colères, il y a le tristesse. Enfin voilà, il y a toute une courbe. On va pas en parler maintenant, mais comment du coup faire en sorte pour que ça se reproduise pas? Comment je peux à la longue faire en sorte euh, peut-être de descendre l'intensité émotionnelle. Par quel moyen? Est-ce que c'est la méditation? Est-ce que c'est la marche? Est-ce que c'est le coaching? Est-ce que c'est les réécrire son propre histoire personnelle? Il y a tellement de moyens derrière pour rééquilibrer tout ça et regarder sur le présent d'une manière différente. C'est-à-dire que changer en fait le regard. Mais ça, c'est plutôt très longue durée. À l'instant T, Respire. je respire et je me dis, OK, je vis quoi? Ouais. La première question, c'est quoi que je vis là? Qu'est-ce qui touchait chez moi derrière? Ouais. C'est quoi que je me raconte aussi, ben, pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui fait qu'on amplifie. Et puis, j'ai envie de rajouter quel est le besoin que j'essaie vraiment d'assouvir. En fait, qu'est-ce que, idéalement, cette émotion, elle essaye de me demander de rééquilibrer. Quel est le message positif qu'elle me transmet? J'aimerais juste ajouter à ça, on en a parlé, mais très, très brièvement au début de l'épisode, mais j'aimerais bien rajouter à ça que pour moi, les émotions les plus vives qu'on vit, donc les plus intenses, elles sont très souvent soit liées à des agressions personnelles qu'on a reçues, au niveau qu'on a pris au niveau de l'identité, tu es pas, tu es nul, tu es ci, ou qu'on a interprété comme tel, parce que c'est pas toujours ce que la personne dit, mais c'est ce que nous, on se raconte aussi, suite à une remarque, est lié à nos valeurs profondes qui sont bafouées. Et par rapport à ces valeurs, pour moi, c'est vraiment des choses, en fait, c'est ce que je remarque au niveau des accompagnements que j'ai, c'est ce que je remarque à niveau personnel, c'est que les seules émotions qui peuvent me faire sortir vraiment de moi, en fait, c'est quand ça va toucher ces deux choses. C'est mes valeurs ou mon identité. Et dès que ça touche à nos valeurs, ben, on en disait, ça passe sur de la connaissance de soi, mais c'est aussi toujours très important de se demander qu'est-ce qui est important pour nous. Parce que les valeurs, elles sont toutes belles. On peut prendre toute la liste des valeurs, il n'y en a pas une qui est moins belle qui est moins belle qu'une autre. C'est juste qu'on a des valeurs prioritaires qui passent tout dessus
en fait, qu'on va se prendre, c'est comme si on était des petits guerriers, en fait, sur nos valeurs, puis on va essayer de les défendre et on imagine que tout le monde fonctionne comme nous. Alors qu'en fait, son voisin, son conjoint, son enfant, son chef a d'autres valeurs et qu'en fait, il fait la même chose. Il est son petit guerrier des valeurs qu'il va mettre en avant. Et au final, dès qu'on a compris ce message-là, on peut mettre aussi pour moi beaucoup, beaucoup de recul, de se dire, mais en fait, pour cette personne-là, sa valeur principale, parce que souvent on sait qu'est-ce qui est important pour les gens autour de nous, en fait, c'est ça. Et pour moi, c'est ça. Et de rien que d'arriver quand on doit rentrer dans la communication, de dire, en fait, si je comprends bien, pour toi, dans cette situation-là, c'était ça qui était important pour toi. Et pour moi, c'était ça. Comment on arrive à faire concilier les deux? Ben, pour moi, c'est déjà un début pour pouvoir apaiser en fait nos émotions. J'adore Ah, pardon. Hein? j'adore ton rajout parce que les valeurs, connaître ces valeurs et être conscient de nos valeurs principales, c'est-à-dire trois principales, cinq maximum, c'est une des premières choses qu'on fait en travail de compréhension de soi. Hein. Quel que soit l'accompagnement qu'on fait, et je suis sûre que toi, Hélène, tu le fais, voilà, on travaille sur les valeurs. Ça peut paraître perché. Il y en a plein de personnes qui vont dire les valeurs, bah, tout le monde nous parle de valeurs. C'est normal que tout le monde nous parle de valeurs parce que c'est essentiel de comprendre c'est les règles phares. Et d'ailleurs, tu me diras ce que tu en penses, mais ça ne change. Ça peut légèrement évoluer dans les cinq valeurs, selon notre processus de vie, il peut y en avoir une qui est plus importante aujourd'hui et une autre qui va peut-être être plus importante demain, en fonction de notre histoire. Mais généralement, les valeurs ne changent pas. C'est quelque chose qu'on porte à travers toute notre vie et les connaître, c'est absolument nécessaire déjà pour, effectivement, là, on parle de comment accueillir nos émotions. Et là, oui, bien sûr, forcément, mais aussi pour comprendre quelle est la vie qu'on veut se construire. Si on dit que notre émotion, nos émotions, c'est notre tableau de bord et que ça nous permet de construire finalement une vie juste pour soi, c'est génial. Si je connais mes valeurs, je comprends mes émotions, je les accueille mieux et en fonction de mes valeurs, je pose des actions qui nourrissent les valeurs, qui nourrissent mes émotions positives et plutôt agréables, pas positives, agréables, je me corrige, et qui permettent de vivre globalement une vie heureuse. C'est super. Ouais, mais j'ai vraiment envie de te dire, oui, pour moi, ces valeurs, c'est vraiment la base de la base. Et en fait, quand on a compris ça sur soi, déjà rien que ça nous explique, pour moi, 60% à 70% de nos réactions face au monde, face à la société, face à ce qu'on se raconte. Et je vais même plus loin parce que j'ai fait une découverte l'année dernière, enfin c'était quelque chose dont j'avais pas vraiment conscience, c'est que ces valeurs-là, elles vont soigner pour moi l'enfant qu'on a été, l'enfant intérieur qu'on a été. Et pour donner un exemple peut-être un peu plus concret pour les auditeurs, par exemple, je pense que personne ne me dira que la valeur du respect n'est pas une valeur importante dans la vie. Mais on l'a pas tous au premier, et c'est pas parce qu'on l'a pas tout en haut qu'on n'est pas respectueux. Mais par exemple, quelqu'un qui aura une valeur du respect très, très poussée, il suffira qu'on le dépasse un peu violemment sur la route pour qu'il s'énerve très fortement. Ou il suffira qu'on le bouscule dans un supermarché pour qu'il y ait une explosion, alors que la personne, elle n'a pas fait exprès, puis que simplement, elle a passé par là, et puis que le bout de son sac à main l'a effleuré. Et ça ne veut pas dire que, en gros, à ce moment-là, quand on a ce flux de remarques qui peut arriver, ou ces klaxons ou autre, ça ne veut pas dire que, en fait, on a vraiment fait quelque chose de mal. Ça veut simplement dire que pour cette personne-là, ça fait partie de comme si on l'avait touché personnellement vraiment, puis même si on n'a pas fait vraiment mal, mais qu'on l'a vraiment pas respecté. Alors qu'au final, c'était un méandre. Donc, c'est pas tout à prendre personnellement. Parce que toutes les valeurs sont belles. On en a, comme tu l'as dit, je te rejoins sur les trois prioritaires. C'est les trois qui vont nous driver au quotidien. Et qu'au final, on peut en défendre que trois sur 50, 100, 150 qu'on a, mais qui sont mis dans un ordre hiérarchique.
Donc, en fait, elles vont juste, au niveau des émotions, elles vont juste se remettre dans l'ordre où elles doivent aller pour toujours, celle qui est la plus importante dira, je suis toujours la plus importante pour toi dans ta vie parce que c'est celle-là qui t'a le plus aidé tout au long de ta vie. Voilà, Complètement. Je te rejoins totalement sur tout ça. Ah oui, oui, complètement, complètement. voilà, Et c'est parfait. intéressant aussi ta vision sur la communication. C'est évident pour moi qu'à partir du moment où on comprend déjà qu'on a envie de comprendre et d'entendre quelle est la valeur de la personne en face, notre émotion va automatiquement diminuer, descendre, diminuer d'intensité, parce qu'à partir du moment où on enclenche notre empathie, et qu'on comprend que notre vérité véritable, elle n'est pas la même vérité véritable chez quelqu'un d'autre. D'ailleurs, quand on parle des émotions, des discussions politiques ou de ce genre de choses, il s'agit de ça, parce qu'on pense que notre vérité est la plus véritable, mais en fait, c'est pas vrai. Et là, il s'agit des valeurs. Notre valeur la plus valeureuse n'est pas la plus valeureuse chez l'autre. Et c'est OK. Et à partir du moment où on accueille nos propres émotions, on peut accueillir et qu'on répond à nos propres émotions en nourrissant les valeurs, on peut aussi comprendre et accueillir le fait que l'autre en face n'a pas les mêmes valeurs. Et donc, à nous de composer cette connexion de manière gagnant-gagnant pour les deux. Que les deux valeurs soient respectées, les deux principales ou celles qui sont touchées ou n'importe, que les valeurs importantes soient respectées. Je donne un exemple. Une cliente qui me parle en 3 secondes, hein, une cliente qui me dit, j'ai voulu créer un atelier de l'arbre de vie. Et donc, j'ai voulu que les maisons où on accueille les personnes pour cet atelier soient belles. Et il faut qu'elles soient belles. Et puis, ma collègue avec qui on organise dit, mais qu'est-ce qu'on s'en fout? Mais non, on s'en fout. Je veux que la maison où on organise cet atelier soit accueillante, belle, de belles couleurs, etc. Et ma collègue me dit, mais on s'en fout, mais comment est-ce possible? Et elle avait toute une émotion, voilà, c'était fort comme émotion qu'elle a apportée en coaching. Mais oui, parce que esthétique est important pour ma cliente et esthétique n'est pas une valeur importante pour sa collègue. Voilà, c'est juste un équilibre à trouver. Mais Je comme quoi, rejoins ta cliente. Je veux que toutes mes retraites bien-être soient des endroits idylliques pour que les gens puissent déconnecter. Je suis désolée. Non, mais je comprends tout à fait ton et c'est exemple. marrant, ça te fait une émotion. Là, tu parles avec beaucoup d'émotion. C'est T'es clair. parti pour la défendre. Non, non, c'est clair. Non, je comprends les deux côtés, mais c'est vrai qu'en effet, voilà, quand c'est quelque chose qui a une importance pour soi, parce qu'au final, ça va. En fait, voilà, pour moi, dans un lieu idyllique et sympa où on se déconnecte du monde, on déconnecte plus vite. Donc, dans un cadre d'une retraite bien-être, ça vaut la peine. Mais comme j'ai besoin de vivre dans un environnement qui me convient et qui me plaît, parce que, voilà, alors c'est pas dans mes valeurs prioritaires, mais ça reste des importants pour moi. Et en effet, je te rejoins là-dessus, ça me fait bien rigoler parce qu'au final, c'est tout à fait ce qu'on peut vivre dans notre quotidien. Maintenant, si on va essayer d'aller très vite parce qu'il est déjà super long notre podcast. Qu'est-ce que tu penses au final des gens qui arrivent à mettre une énorme carapace autour d'eux pour pas ressentir? Alors Ah, moi, qu'est-ce que tu penses d'eux, hein? Je vais non, non, tourner. mais Voilà. c'est pas deux, hein. Qu'est-ce Non, que... non. Alors moi, ce que je pense, Qu'est-ce- c'est que c'est dommage. Ouais. Parce que quand on met une carapace pour des émotions, pour ne pas ressentir ou pour ne pas vivre des émotions désagréables, on se met aussi une carapace pour ne pas vivre des émotions agréables. Oh, c'est chaud. Est-ce que J'aime bien. dans notre monde, tout est noir et blanc, tout est yin et yang, tout est équilibre. Si on s'autorise pas à vivre, et ça me fait de l'émotion, ça se voit peut-être pas, mais j'ai les larmes aux yeux là. C'est en fait se couper aussi de tout le vécu. Pour moi, l'émotion, c'est ce qui nous rend vivants. Ouais. C'est un vivant des émotions qu'on vit, qu'on se sent là présent
à ce monde. Si on se coupe des émotions, ça me fait beaucoup d'émotions du coup pour le moment. C'est qu'on se coupe de la vie en fait, tout simplement. Donc les personnes qui se mettent des carapaces, euh, je leur souhaite beaucoup d'aventures, de belles aventures qui leur permettront d'enlever cette carapace. Et pour les personnes hypersensibles, en l'occurrence, c'est souvent le cas. Souvent les HP qui sont très cérébraux se mettent une carapace pour ne pas ressentir. On les ressent même parfois froids. On dit qu'ils sont hautains ou froids, mais en fait, c'est juste une carapace pour ne pas montrer à quel point les émotions sont débordantes à l'intérieur. Et évidemment que je souhaite à ces personnes-là et à toutes les autres, sensibles, hypersensibles ou pas, d'enlever cette carapace parce que en plus, et si je reviens à ce que je disais tout au début, le rajout que je fais par rapport à moi, ça permet une meilleure communication. Si on cache nos émotions de soi-même et des autres, on ne répondra jamais à nos besoins et on ne pourrait jamais être authentique dans la communication. Comment est-ce que les autres peuvent nous comprendre si nous-mêmes, on ne s'autorise pas à se comprendre, à répondre à nos propres besoins? Comment est-ce qu'on peut exiger des autres de répondre à nos besoins ou nous aider à répondre à nos besoins? C'est pas possible. Il y a un problème de communication qui se fait. Donc, si on se met une carapace, d'une part, on ne vit plus, on ne ressent plus même des belles choses, l'émerveillement. Quand on est émerveillé par quelque chose de nature, par exemple, comme tu parlais de tes retraites, voilà, des jolis, les couchers de soleil, c'est une émotion. C'est une émotion forte quand on voit quelque chose de beau, une chanson. Et quand on a une carapace, on ne se laisse pas vivre ça non plus. Et en plus, on empêche réellement des autres de nous comprendre, de rentrer en connexion avec nous. Sans cette vulnérabilité, ce n'est pas possible. Donc, bon, voilà. C'est tout ce que j'avais à dire par rapport à la carapace. Ça fait mal, en fait. Ça fait mal de l'enlever, mais en même temps, on est vivant. Donc, c'est au choix. C'est un choix, en fait. Si on veut vivre de belles émotions agréables, on est obligé, j'ai envie de dire, de se laisser vivre des autres émotions aussi. C'est OK. C'est assez beau ce que tu dis, parce que ça me permet aussi de prendre conscience que, en fait, dans cette hypersensibilité que l'on peut avoir, en fait, c'est grâce, en fait, peut-être que la difficulté à vivre, celles qui sont plus intenses pour nous, on ne se rend pas toujours compte que c'est aussi cette chance de pouvoir vivre cette joie au maximum, en fait, et qu'en fait, on est juste sur deux pôles qui sont très opposés une fois qu'on a ouvert ces émotions. Moi, j'aimerais juste rajouter par rapport à ça, parce qu'en fait, on parle d'hypersensibles, on a plein de gens qui au final, le sont. Oui, les hypersensibles peuvent avoir cette carapace et ont fréquemment, dans un premier temps au moins de leur vie, cette carapace. Il y en a qui la garderont toujours, mais c'était un peu un moyen de défense qui a peut-être pu survivre quand on était enfant, quand on était au début de sa vie d'adulte, pour pouvoir se protéger. Mais j'aimerais aussi revenir sur ces hypersensibles qui, une fois qu'ils ont lâché la carapace, ou ceux qui ont réussi dès le départ à lâcher la carapace, quand ils sont connectés à des gens qui ont cette carapace, c'est aussi très, très compliqué à vivre. Et c'est de se rappeler qu'en fait, ces personnes sont juste sur leur chemin et qu'en fait, elles sont juste là pour peut-être leur rappeler qui elles étaient avant, ou peut-être leur rappeler qu'en fait, ils n'ont pas encore fait leur chemin, mais de le prendre aussi avec beaucoup d'éloignement, puis de repousser ça et de ne pas le prendre de manière personnelle et de manière de pas s'attribuer en fait cette carapace en se disant elle m'apprécie pas, elle est froide, voilà. C'est son système de fonctionnement à l'instant T. Ça sera peut-être plus celui-là dans 6 mois ou dans une année. Parce que toi, tu dois le voir au quotidien dans les entrepreneurs que tu accompagnes. Mais moi, je le vois aussi dans le burn-out. J'ai énormément de personnes qui sont HP, qui sont des chefs d'entreprise, qui ont eu du mal, qui n'ont rien ressenti pendant des années. Puis au moment du burn-out, ils se prennent cette vague-là en pleine figure. Enfin, ce train, j'ai envie de dire vraiment, on peut mettre un train au travers de la figure. Puis se dire, mais en fait, j'ai rien ressenti pendant des années. Et tout d'un coup, il y a tout qui me saute à la figure. Et c'est absolument pas agréable au moment où ça arrive, mais il faut se rappeler que c'est toujours pour un mieux après. En fait, une fois qu'on a connecté à ces émotions, c'est difficile de s'en sortir, mais en fait, on peut très bien
les accueillir et vivre avec. Et c'est pas parce qu'on est hypersensible qu'on peut pas vivre sereinement avec ses émotions. Complètement. On revient à la sérénité. Du départ, on est d'accord, sans le Le vouloir, sans l'avoir départ, prévu. ça c'est waouh! Ça c'est le secret de reboucler le tout. Oui, complètement, complètement, complètement. En fait, ça veut rien. C'est toujours, quand on se connecte à nos émotions, c'est toujours positif dans le sens où on apprend à vivre avec soi-même. C'est l'histoire d'amour qui devrait durer toute une vie. Donc, comment se connecter à soi, se connaître et ensuite cheminer avec soi-même le mieux possible. On est C'est d'accord. notre aventure voilà, c'est notre aventure, hein, c'est comme ça. Donc, ouais, ouais, oui. Le podcast, il s'appelle Et si le bonheur, c'était toi? Quel est le lien que toi, tu fais entre bonheur et émotion? Ouh, waouh! Et pour moi, je pense que le bonheur, c'est dans le moment présent. Donc, le bonheur est une émotion. Enfin, l'émotion, non, c'est pas comme ça que je dirais. L'émotion est génératrice de bonheur et notre bonheur, il est tissé de plein, plein, plein de petites émotions extraordinaires. Mhm. Et d'ailleurs, on se souvient des émotions. Le bonheur, c'est pas quelque chose d'abstrait, c'est j'étais heureuse quand j'étais à cet endroit, à ce moment-là, quand je disais ça. C'est ça le bonheur. Ouais. Ah, ça me fait de l'émotion. C'est marrant. Voilà. Voilà. Ouais. Eh bien, c'était un podcast rempli d'émotions pour toi. Et en fait, je vais remettre la dernière petite couche d'émotions juste avant qu'on boucle et que on vous fasse un petit résumé et aussi qu'on vous envoie une dernière punchline pour moi juste avant la fin. J'aimerais juste que tu prennes 30 secondes pour nous présenter ton livre qui va bientôt sortir, je crois. Beaucoup d'émotions. Oui, le livre qui s'appelle Aux zébrés. Je me permets de le montrer en... Voilà. Bon, C'est il est clair. dans l'autre sens, mais c'est OK. C'est un livre qui sort. Alors aujourd'hui, je reçois normalement la palette de livres imprimés et il devrait être disponible sur Amazon à partir du 13 janvier. Donc là, d'ailleurs, on commence la semaine de la sensibilité. Quand on enregistre ce podcast en lundi, le début de la semaine de sensibilité. La journée mondiale de la sensibilité, c'est le 13 janvier. C'est pour ce jour-là que je sors ce livre. C'est un livre déculpabilisant. Déculpabilisant pour justement ne pas culpabiliser de vivre nos émotions, déculpabilisant pour les zèbres entreprenantes, c'est-à-dire toutes les personnes qui se sentent concernées, j'ai envie de dire, par l'hypersensibilité, par le haut potentiel, qu'elles le savent ou pas, qu'elles l'ont testé ou pas, mais qui se sentent concernées. C'est un livre en fait qui leur permet de arrêter de réfléchir et de se dire qu'ils ne sont pas assez ou trop ou quelque chose qui ne va pas, y compris au niveau des émotions, de comprendre comment ils fonctionnent. Je donne quelques astuces et beaucoup d'astuces déculpabilisantes pour justement se connecter à soi avec quelques exercices, beaucoup d'expériences. Il y a eu 20 personnes, 20 clientes et des personnes que j'ai accompagnées ou que j'ai connectées d'une manière ou d'une autre qui ont témoigné pour ce livre. Donc plein de témoignages personnels pour juste vivre mieux, euh, se vivre mieux j'ai envie de dire, se connecter à soi, se vivre mieux et puis contribuer au monde à sa juste manière, trouver sa juste place et contribuer parce que chacune et chacun porte en soi tout potentiel et en se connectant à soi, on l'offre au monde. Voilà. Bon, Mhm. rien ne préparait, rien Ah, n'est... Voilà, complètement spontané. bah non, c'est pour ça que je t'ai pas donné de questions. C'était pour que tu sois spontané. Merci beaucoup pour cette présentation de ton livre. Je me réjouis de pouvoir le lire prochainement. Euh, J'aimerais juste qu'on termine un petit peu sur cette punchline et puis sur une conclusion. Euh, pour moi, enfin, voilà, je vais vous donner une phrase d'Anaïs Nin, qui est une écrivaine, qui disait: Les émotions sont les couleurs de la vie. Sans elles, ce serait un tableau en noir et blanc. Ah, silence radio. Silence radio, j'ai Ah, une cliente qui silence a radio. dit
tout est émotion. Si je ne vis pas d'émotion, je ne vis pas. C'est une C'est des clair. clientes à moi et c'est une citation de cette cliente dans le livre. Voilà. Ouais, Et ça rejoint, je pense, assez bien. complètement. Mhm. Ouais, j'ai pas envie de terminer sur une note pessimiste, mais en fait, si on n'a pas d'émotion, on n'est plus rien, en fait, hein. Je veux dire, ça veut dire qu'on n'est même plus là, en fait, logiquement. Maintenant, pour partir sur la conclusion de cet épisode, donc cet épisode, si je dois le résumer, tu compléteras s'il y a quelque chose que j'ai pas dit, je vais essayer d'être assez brève. C'est que les émotions, c'est un indicateur de votre état à l'instant T et seulement à l'instant T. Elles s'augmentent ou elles se diminuent en fonction de ce qu'on se raconte dans sa tête et en fonction des projections et des liens qu'on fait sur le passé et sur le futur. Si on devait résumer ça avec 3 conseils, en fait, assez faciles à mettre en place déjà pour diminuer l'intensité d'une émotion, c'est de penser au moment où quelque chose arrive, au moment où il y a une émotion compliquée, à respirer. Quelle que soit la manière dont vous respirez, expirer, danser, chanter, voilà, mais évacuer ça au travers, en fait, du corps. L'astuce numéro 2 que tu nous as donnée, c'est ce que tu as traversé au travers, enfin ce que tu expérimentes au travers du yoga du rire. C'est en fait quand une émotion arrive, quand elle est trop intense, forcez-vous à rire. Forcez-vous, amplifiez votre rire, essayez d'évacuer cette émotion-là à travers le rire. Et la 3e astuce, c'est vous en foutre. Lâchez prise, vous en foutre, la laissez derrière. Faites un stop avec votre cerveau pour qu'il arrête de réfléchir et lâchez le truc. Partez vous balader, faites un puzzle, vous en foutez. Imaginez que vous avez un petit paquet, posez-le dans un coin de la pièce et barrez-vous de la pièce en disant, OK, je te laisse là un petit moment, on viendra te revoir dans un quart d'heure ou dans une demi-heure ou dans une heure. Mais imaginez, voilà l'image qui me vient, imaginez un petit paquet que vous déposez quelque part, puis changez de pièce un petit moment. Et puis, quand vous êtes un peu plus calme, ben, éventuellement, vous allez déballer pour pouvoir voir le message qui est à l'intérieur, qu'est-ce qui se raconte et puis quel est le besoin que vous essayez d'assouvir à ce moment-là. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose à cette conclusion? Absolument pas. Je soutiens. Tu soutiens. Avec beaucoup d'émotion. Avec beaucoup d'émotion. Donc, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on va on va vous dire au revoir pour cet épisode et puis qu'on se réjouit de vous retrouver potentiellement dans un futur épisode à voir. Et puis, sous le descriptif de l'épisode, vous pourrez retrouver le lien pour pouvoir commander le livre Oser zébrer de Vesselina. Voilà. Et puis, vous retrouverez aussi son lien pour pouvoir aller la rejoindre sur les réseaux sociaux et puis suivre ce qu'elle fait dans son quotidien. Et si le bonheur, c'était toi. Et si le bonheur, c'était toi, ça serait quoi? Et si en fait t'avais tout en toi, tellement proche que tu ne le vois pas. Et si le bonheur,